secrétaire général de l'Association sénégalaise des professionnels des ressources humaines. Et c'est à ce titre que j'ai l'honneur de modérer cet atelier relatif au dialogue social et à son importance en période de crise, notamment cette crise de Covid, de la Covid, comme on dit, et qui aujourd'hui est en train de changer énormément de paradigme et de théories sur notre façon de nous organiser, etc. Alors, aujourd'hui, qui dit Covid parle de distanciation sociale, parle de distanciation physique, parle de gestes barrières, parle de virtualisation des relations professionnelles, puisque aujourd'hui, avec le développement du télétravail et toutes ses conséquences, le développement de tout ce qui est travail à distance, on assiste à un phénomène de désocialisation. Et c'est en cela que la question du dialogue social devient de plus en plus urgente et un enjeu principal en ces temps-là, puisque est-ce que cette virtualisation ne va pas faner les relations sociales? Est-ce que cette virtualisation ne va pas dégrader les relations sociales? On sait déjà que dans l'environnement de l'entreprise, avec le développement des nouvelles technologies, les dynamiques collectives ont été beaucoup chamboulées. Les dynamiques collectives ont été modifiées. Pour témoin, on voit la perte de vitesse des syndicats au sein de l'entreprise. Donc, c'est une question vraiment centrale. C'est une question centrale et pour en débattre, nous avons des invités de choix à qui je vais laisser le soin de se présenter. Nous avons M. Angelo Nyango, M. Vincent Nyapka, Mati Ndiaïsi, ma grande sœur, et Emmanuel Victoire Vidjanagi et Venceslas Wedje. Voilà. Donc, sans tarder, je vais donner la parole, honneur d'abord aux dames. Je vais donner la parole à ma doyenne, Matissi Ndiaye, qui va se présenter. Chacun va se présenter pendant 2 minutes, même pas, hein, 1 minute, on est déjà en retard, et nous allons pouvoir démarrer les échanges. Mati, bonjour, et tu as la parole. Allô? On va activer son micro. Mati, si tu nous entends. Allô? Bon, je vais donc passer la parole. Allô, vous m'entendez? Oui, là, ça y est, on t'entend. Ok, j'avais de gros soucis. Bonjour, je m'appelle Matine Diaïsi, je suis du Sénégal, membre de l'ASPRH et aussi personne ressource. Bonjour Alpha, très contente de retrouver ces conférenciers que je vais découvrir. Et je suis coach, business coach, et je vais donc vous parler tout à l'heure de quelque chose qui est peut-être un éclairage par rapport au dialogue social, qui est le dialogue entre parties prenantes. Merci beaucoup, Mati. Sans tarder, je vais donner la parole à Emmanuel. Oui, moi c'est Emmanuel Victoire, je suis DRH du groupe IPCED, sont spécialisés dans l'imprimerie et le BTP. Donc, je suis très heureuse d'échanger avec vous sur le Covid parce que moi, j'ai un gros lot d'ouvriers et on a eu vraiment, c'était vraiment un vrai défi. Donc, je serais vraiment heureuse d'avoir les avis, les échanges de chacun de nous. Donc, voilà. Super, merci beaucoup Emmanuel. Nous allons essayer de partager ton expérience avec notamment les partenaires sociaux, comment vous avez vécu cette expérience. Alors, là, je vais donner la parole pour se présenter maintenant à Monsieur Vincent Nyapka. Monsieur Vincent, si vous nous entendez. Allô? Bon, Monsieur Vincent ne nous entend pas. Je vais donner la parole à Monsieur Angelo Nyango. Merci. Je suis Angelo François Nyango. Je suis chef de département santé-sécurité, assistant du DRH. Et par ailleurs, paradoxalement, je suis le secrétaire du comité de santé-sécurité
Et actuellement, j'assure la veille au niveau du COVID et la mise en œuvre des procédures en termes de protection du personnel. Donc, je pense qu'on pourra échanger sur ce que nous avons fait avec les partenaires sociaux et puis vous partager notre expérience. Merci. Merci beaucoup, Angelo. Et enfin, Monsieur Wenceslas, avec qui j'ai partagé un échange avant-hier. Monsieur Wenceslas, vous nous entendez? Ah, apparemment, on a deux panélistes qui ne nous entendent pas. Allô? Bon. Pourtant, je vois que leurs micros sont ouverts. C'est pas grave. Alors, nous allons pouvoir démarrer les échanges. Donc, le thème, c'est l'impact, hein, l'importance du dialogue social en ces périodes de crise. Donc, ce que je vous propose, c'est que chacun va faire un petit exposé de 10 minutes maximum et on va, après, à la fin, passer aux questions-réponses, notamment les questions des participants qui ont déjà commencé à se manifester. Donc, sans tarder, je vais donner la parole à Emmanuel, qui est DRH dans un groupe de BTP et qui va nous expliquer un peu l'expérience qu'elle a pu vivre en termes de dialogue social. Déjà, Emmanuel, comment définiriez-vous le dialogue social au sein de votre entreprise? Bon, au sein de notre entreprise, on a mis en place une démarche participative avec le comité de direction, les délégués et avec, nous avons instauré une mutuelle. Donc, c'est avec ceci qu'on s'est entretenu dès le début de la crise. Et sachant que, comme je dis, nous avons une partie du personnel qui est dans l'imprimerie et nous avons en cette période une grosse commande. Je ne sais pas si je m'avance un peu vite, hein. C'est bon? Allez-y, allez-y. D'accord. Donc, dès le début de la pandémie, nous avons réuni les délégués du personnel, le comité de direction et les membres représentatifs de la mutuelle pour voir la mesure à prendre, les mesures à prendre. Donc, naturellement, nous avons commencé par les kits d'affichage et tout, mais on a décidé nous-mêmes de produire les masques. On avait une structure qui était dédiée à produire des masques pour ne pas qu'il y ait une pénurie pour l'ensemble des membres du personnel. Donc, on peut dire que c'est sur ça qu'on s'est appuyé. Les masques étaient renouvelés chaque 2 jours pour l'ensemble du personnel. Nous sommes une centaine. C'est relativement bien passé puisque on a mis en place une rotation du personnel aussi parce que au lieu de 8h à 18h, on faisait 8h à 14h. Et les membres de certain âge leurs horaires de travail ont été allégés. On a pris en cas aussi le risque des personnes souffrant du diabète. Donc, nous avions comme objectif de livrer près de 1 million de copies. Et grâce à cette rotation et au fait qu'il y ait plusieurs, on a mis en place toutes les mesures de précaution, on a pu livrer à temps. Voilà, si vous avez des questions sur voilà notre expérience plus ou moins positive. Et à la fin, nous avons donné des points de motivation à tout le personnel. Monsieur Alpha, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Alors, moi, je voulais revenir sur la question des mises en chômage technique. Et est-ce que vous en avez eu? Non, et je n'ai pas eu de chômage technique. D'accord, vous n'avez pas eu de chômage technique? Non, je n'ai pas eu j'ai eu cette classe, je n'ai pas eu à mettre en chômage technique. D'accord. Vous avez appliqué également le télétravail? Oui, pour les cadres, ouais, j'avais un certain nombre de cadres qui étaient diabétiques. Donc, on a appliqué le télétravail pour eux.
Donc, globalement, vous direz que votre expérience du dialogue social pendant la COVID, quel a été le rôle de ce dialogue social avec les syndicats dans la gestion de cette crise? On peut dire que la communication s'est améliorée parce qu'on était tous portés par un but commun. Il fallait pouvoir produire dans les délais. Donc, les relations se sont plus ou moins apaisées. On a eu en tête euh, de satisfaire nos clients, mais il fallait prioriser aussi la santé du personnel. Tout à fait. Donc, globalement, vous estimez que tout s'est bien passé grâce, entre autres, au dialogue social Oui. et il n'y a pas eu trop de casse. Vous avez beaucoup de chance que vous n'ayez pas eu à licencier ni à mettre au chômage technique. Oui. Et je voulais peut-être vous poser une dernière question. Oui. Quelles sont les mesures que l'État a prises dans le cadre de l'accompagnement des entreprises pour la réduction ou peut-être l'atténuation des licenciements? Est-ce que l'État, vous êtes bien en Côte d'Ivoire? Oui, je sais qu'ils ont mis en place un fonds dont nous avons bénéficié pour accompagner les entreprises touchées par la pandémie. Donc, nous avons eu à déposer nos dossiers et heureusement, nous avons été acceptés. Nos dossiers ont été acceptés. Donc, on a bénéficié d'un fonds spécial pour pouvoir soutenir la société dans les moments difficiles. Ok, ok, très bien. Ben, écoutez, merci beaucoup pour ce premier témoignage. Nous allons certainement revenir à vous au cours des échanges. Il n'y a pas de souci. Toujours dans mon élan de galanterie, je vais laisser la parole à ma grande sœur Mathie. Mathie, on va te laisser 5-10 minutes pour présenter un peu Alors, Mathie va certainement nous parler davantage de concepts Ah, je te laisse la parole, Mathie. Est-ce que vous pouvez partager mon diaporama? Alors, Arthur, si c'est possible de partager la présentation de Mathie. Je ne sais pas s'il t'a entendu. Oui, il a répondu en disant oui. Ah, ok. Donc, en fait, moi, je vais avoir le plaisir de ne pas parler, en fait, du dialogue social, même si je vais montrer le parallèle entre le dialogue social et le dialogue entre parties prenantes. Donc, en fait, ce qu'on appelle le DPP, mais qui pourrait être aussi confondu parce que c'est un peu la même chose en termes de démarche avec le dialogue public-privé, qui est aussi DPP. Moi, je ne sais pas si… voilà, donc… voilà, parce que excusez-moi, j'étais sur autre chose, j'étais sur mon ordinateur et ça ne s'affichait pas. Donc maintenant, je voudrais passer à la définition entre le dialogue social et le dialogue entre parties prenantes. C'est la diapo 2. Moi, je ne peux pas intervenir, ou je peux intervenir, je ne peux pas intervenir sur l'écran. Non, 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 tu demandes diapo suivante et on l'affiche. Ok, ok, ok. Bon, je suis un peu perdue parce que je ne vois plus rien sur mon téléphone. Donc, je vais simplement parler de la diapo en titre et comme ça, on sera ensemble et synchronisés. Donc, Madame Emmanuelle, tout à l'heure, a parlé du dialogue social au sein de son entreprise industrielle et effectivement, elle a surtout dit qu'il y avait eu des décisions qui ont été prises. Bon, je ne sais pas si c'est à la base de négociations, de consultations ou simplement d'échanges, mais voilà comment ça se passe le dialogue social. On négocie entre représentants. Et dans l'entreprise, c'est entre employeurs et travailleurs qui eux-mêmes sont représentés dans un comité. Et donc, l'idée, c'est de la paix sociale et que toutes les décisions qui seront prises par l'entreprise seront bien intégrées, bien acceptées et bien appropriées et bien diffusées par le corps social. Alors, le dialogue entre parties prenantes, c'est pas pour la négociation ni pour la consultation. Bien sûr, c'est basé sur des échanges d'informations, mais c'est surtout une conversation entre parties prenantes, entre acteurs
qui sont eux-mêmes organisés en réseau. Par exemple, on pourrait avoir l'association des ressources humaines qui se réunit avec le ministère de la fonction publique et aussi avec le patronat sénégalais. Déjà, on a un ensemble d'acteurs en réseau et on va discuter de façon profonde, structurée et de façon assez particulière. On va échanger autour des intentions, on va échanger autour des actions que les uns et les autres ont déjà menées afin de s'accorder. Et en fait, c'est le dernier paragraphe de ma définition, on s'accorde pour viser un changement de vision, de pratique, de politique, de programme. Et en fait, aujourd'hui, par exemple, je salue les Maliens, s'il y en a qui sont parmi les participants, le régime de transition, tous les week-ends, d'après ce que je comprends, réunit 100 personnes. Mais ces 100 personnes, ce sont des acteurs organisés en réseau et je suppose que c'est pour aboutir à une vision commune de l'après-régime qui a été renversé. Voilà. Donc, diapo suivante. Diapo suivante. Alors, si vous avez… Bon, donc, quels sont les enjeux, les défis, les bénéfices? Alpha, est-ce que tu peux me guider parce que moi, je n'ai plus le diaporama sur mon téléphone. Est-ce que tu peux me dire que c'est bien le dialogue, ces enjeux, défis et bénéfices qui est sur l'écran? Là, actuellement, c'est quelques enjeux qui est sur l'écran. Voilà. Donc, en fait, la cible peut être plus ou moins large, mais certainement beaucoup plus large que le dialogue social. Ça peut être entre 20 et plus de 100 de participants. Ça peut être des intérêts très différents, parfois complémentaires, donc multiples, et à une échelle nationale, dans des régions aussi représentées, mais aussi par rapport à des communes et par rapport à des organisations. Donc, on peut avoir toutes ces échelles. Et en fait, on s'attend à ce que les acteurs qui participent ont des ressources, des expériences et des compétences à partager. Et alors, c'est pour ça qu'il faut que ce soit accompagné et que ça ne peut pas être le fruit spontané et endogène à l'intérieur d'un réseau. Il faut que ce soit accompagné par un consultant qu'on appelle facilitateur, modérateur, coach, etc. Il va falloir mobiliser les efforts de tous ces acteurs qui viennent d'horizons différents et capter leur attention pour arriver de divergence à une convergence. Diapo suivant. Les défis. Voilà. Alors, pour les défis, comme c'est très, très ouvert et qu'il s'agit aussi de dialogue, eh bien, les acteurs, ils ont des pensées, ils ont des idées, ils ont des sentiments. Et j'insiste beaucoup sur les ressentis et les émotions. Et je pense que si le dialogue va être réussi, pour reprendre l'analogie avec le régime de transition, il va falloir qu'ils puissent se mettre à plat et faciliter cette expression des émotions. Et puis, bien sûr, on peut être multiple et différent, mais on ne forme pas forcément une intelligence collective. Et pour ça, il faut beaucoup de compréhension, ce qu'on appelle l'empathie, qui génère la confiance. Il faut beaucoup de sensibilité à la présence de tous. Et bien entendu, il faut déjà comprendre qu'on va être interdépendant et qu'il faudra manifester de la solidarité et de la cohésion. Diapo suivante. Excusez-moi. Donc, le dialogue entre parties prenantes, quel bénéfice? Donc, outre les avantages notés, comme pour le dialogue social, hein, parce que pour le dialogue social, l'avantage, c'est le climat de confiance, d'engagement et d'intelligence collective qui est créé. Il va falloir apprécier dans le dialogue entre parties prenantes la dynamique de changement, pas simplement au niveau des visions, mais au niveau des positions et au niveau des réponses aux questions qui sont posées à l'intérieur de l'espace de dialogue. Il faudra arriver à une compréhension commune des enjeux du contexte. Et par rapport à mon expérience d'accompagnement de l'Association des femmes médecins du Sénégal, la FEMS, j'ai constaté qu'on était arrivé au bout de 2 mois, juillet-août, à de la satisfaction, du bien-être. En effet, il y avait une convergence de réponses autour des questions posées, un certain consensus, mais plus que cela,
Parce que déjà, au minimum, on doit arriver à une convergence. Ce qu'il faut surtout, c'est un consensus autour des résultats en termes de propositions de réformes et d'actions concrètes à réaliser. Mais au niveau des médecins du Sénégal, les femmes médecins du Sénégal, dans leur association, ce dialogue de 2 mois, ça a créé une fusion des esprits et du cœur. Et ça, c'était très important en période de Covid, parce que ces médecins étaient un peu presque comme nous les citoyens, dans comment on appelle ça, dans toutes les phases de la compréhension du changement. Donc, on est dans le déni, on est dans la sidération, puis après, on a envie de bouger en explorant les possibilités avant de s'engager. Et donc, ça fait beaucoup d'émotions, des peurs, des craintes aussi pour sa famille, parce qu'il y a eu même des cas où le mari disait à la femme médecin, ben, tu es dans le Covid, eh bien, écoute, on va te préparer une chambre particulière, un couloir particulier. On avait aussi des mamans qui devaient gérer non seulement les personnes âgées à domicile, mais aussi leurs enfants étudiants, avec des cas parfois terribles, parce que les étudiants, par exemple, en France, étrangers, ont été un peu laissés à eux-mêmes. Donc, nous avons réussi dans cet accompagnement à apaiser ces émotions et à procurer une belle sérénité intérieure et une joie, franchement, en tout cas au niveau du comité, parce qu'il y a toujours un comité de coordination qui prépare, on pourrait appeler ça aussi secrétariat, qui prépare les réunions du dialogue entre parties prenantes. Eh bien, ce comité était arrivé à une émotion de joie proche de ce que le psychologue hongrois a appelé le flow, c'est-à-dire cet état de grâce, d'apesanteur, de légèreté, où on communie avec les autres. Diapo suivante. Donc, je vous laisserai découvrir cette énergie positive qui a renforcé, à mon avis, de cette association qui était un peu en désarroi, malgré toutes les bonnes actions qu'il faisait au sein du comité de coordination du Covid et aussi au niveau de ses membres. Et je voudrais revenir à quelque chose qui me paraît très important. Le Covid a montré que nous étions vraiment en souffrance dans nos sociétés, dans nos entreprises, au niveau du bien-être et de la qualité de travail, dans la mesure où certaines valeurs africaines, comme l'entente, le respect, la dignité, la bienveillance, l'empathie, l'humanisme, parce que si vous avez un peu en tête cette charte demandée du XIVe siècle, vous avez toute vie est importante. Il n'y a pas de hiérarchie dans les vies. Et quand on voit qu'en Italie ou en France, il a fallu à un moment donné décider que bon, peut-être les respirateurs, ce n'était pas pour les tranches au-dessus de 75, 80 ans. Donc là, on n'a pas l'égalité de toute vie. Et puis, bien sûr, cette philosophie Ubuntu où il y a l'interdépendance. Je suis toi et tu es moi. Alors, diapo suivante. Alors, je vais pas, j'ai encore que quelques minutes. Je voudrais vous montrer que ces médecins qui soient privés dans les entreprises, ces médecins qui soient privés ou dans le public avaient fort à faire, étaient extrêmement stressés. Et donc, il a fallu continuer ce qu'ils faisaient déjà à l'intérieur parce qu'il y avait beaucoup de ressourcements comme des activités de communication non violente. Ils avaient déjà cherché à changer les attitudes et les comportements et ils avaient essayé d'être plus utiles. Mais il y avait des choses qu'il fallait encourager dans le processus qui était d'apprendre ensemble du collectif. Il y a des pratiques prometteuses qui ont été développées dans le cadre du Covid, mais en fait, les médecins n'étaient pas trop au courant, en fait. Et il y avait aussi des connaissances tacites, implicites, par exemple, la question des embolies. Ça a été un des indicateurs des morts pendant le Covid. Et il y avait des savoirs tacites et implicites chez certaines, et notamment les doyennes. Il fallait donc favoriser un certain nombre de choses. Bon, je ne pourrais pas lire la diapo suivante. Alors, les leçons tirées, et ça, je voudrais finir là-dessus, c'est que quand on fait du dialogue entre parties prenantes et qu'on s'écoute et qu'on a des conversations profondes et qu'on part d'intérêts divergents pour arriver à une certaine compréhension de ce qu'il faut faire ensemble, et là, pour les femmes médecins,
la confiance en soi s'est renforcée. Elles ont compris qu'elles étaient puissantes et incontournables. La ministre Eva Coll, qui a été aussi à l'ONU-SIDA et a été directrice Afrique de l'OMS, était présente. Les principales directrices de santé, directrice de santé étaient présentes. Et tout cela a été très important pour l'association. Et puis, elles se sont rendues compte qu'au fond, les cadettes avaient le droit d'exprimer, qu'elles voulaient se rencontrer et communiquer dans des plateformes, des réseaux sociaux un peu différents, qu'elles étaient un peu gênées par cette culture du mandarinat qui a toujours existé au niveau de la culture professionnelle médicale, que le dialogue, il fallait se l'avouer, du privé vers le public était extrêmement difficile, que la voix du privé, il fallait l'entendre davantage, que l'éthique du care, le soin et l'archétype du leadership qui est de aimer tout le monde et aimer le monde était bien présent dans le leadership de l'association et qu'au fond, leur intention d'aider, d'agir, d'écouter se transformer en action, résister parfois par rapport à des erreurs qui avaient été faites au niveau gouvernemental, défendre les intérêts de tout le monde et particulièrement des patients et intégrer toutes les voix. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mathie, pour ce son de cloche particulièrement innovant dans un contexte de crise et très rafraîchissant. Moi, je suis particulièrement intéressé par cette notion de dialogue des parties prenantes. J'ai une question que je pourrais te poser tout à l'heure, quand on sera au niveau des questions-réponses. Monsieur Angelo, après avoir écouté quelqu'un de l'entreprise, quelqu'un dans le milieu un peu de l'espace communautaire, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bon, je pense qu'au niveau du port autonome d'Abidjan, nous, en termes de dialogue social, le dialogue était déjà au beau fixe. C'est-à-dire que chaque mois, on avait des réunions avec les instances représentatives du personnel pour échanger sur tous les aspects qui concernent la vie de l'entreprise. On avait également des focus group pour pouvoir permettre aux différentes organisations de réfléchir sur les problèmes de l'entreprise. Et souvent, on envoyait les représentants syndicaux en mission pour qu'on puisse vraiment avoir le meilleur d'eux-mêmes. Dans le cas de la crise, c'est que dès que la crise a commencé, tout le monde avait peur, y compris les employeurs, les représentants des instances syndicales. Et donc, il fallait faire quelque chose. Et ce quelque chose s'est traduit par la mise en place d'une cellule de crise dans laquelle, effectivement, on a associé les représentants syndicaux, les membres du comité. En fait, on a invité presque tous les acteurs pour échanger sur les mesures qu'on doit mettre en œuvre. Et donc, en termes de mesures, c'est que les instances représentatives sont restées un peu en arrière parce qu'elles avaient peur, elles ne savaient pas quoi faire. Et donc, elles ont donné effectivement le lead aux spécialistes, aux acteurs de la santé et sécurité, tout en leur rendant compte des actions qui étaient faites pour qu'on puisse avoir sur le terrain effectivement la protection du personnel et permettre que l'activité puisse se faire. Et dans ce cadre-là, ce qui s'est passé, c'est que ce comité-là s'est réuni et on a constaté que c'était un peu lourd parce qu'il y avait autant de personnes et la dynamique et la réaction n'étaient pas au beau fixe. Donc, on a mis en place une cellule opérationnelle qui, effectivement, rendait compte et à la hiérarchie et aux différentes instances représentatives du personnel pour que chaque fois qu'on a des retours d'informations venant de la hiérarchie ou de ces instances-là, on puisse améliorer le dispositif. Et dans ce cadre-là, on a installé à chaque entrée, au niveau de toutes les entrées du port, des systèmes de lavage de mains. Et on a demandé aux syndicalistes de sensibiliser le personnel au respect des gestes barrières. Et c'est ce qui a été fait. Et il y a eu plusieurs actions qui ont été conduites dans ce sens-là. Et il y a des... Allô? Oui, allez-y, on vous entend très clairement. OK, donc je disais qu'il y a des communications également en termes de retour d'expérience parce qu'on allait voir aussi ce qui se faisait ailleurs, dans d'autres structures,
pour essayer d'améliorer un peu le dispositif de protection du personnel. Et donc, il y avait des distributions des pays qui se faisaient de façon fréquente. Et au-delà de ça, on a acquis du matériel de désinfection pour les cas où on aurait effectivement des cas de Covid, il fallait désinfecter et les véhicules et les lieux de travail. Et donc, ça s'est fait, chaque fois qu'on faisait des actions, on faisait un retour aux différentes instances représentatives, mais ceux qui étaient plus opérationnels dans cette action, c'était les membres du comité de santé et sécurité, puisque ça rentrait dans leurs prérogatives en termes de veille et puis de proposition. Et donc, chaque lundi, normalement, on a une réunion où, effectivement, on fait le point par rapport aux différents cas qu'on a pu avoir, le suivi qui est fait, et puis les mesures qu'il va falloir améliorer parce que les syndicats viennent voir le DRH directement, elle les reçoit séance tenante et ils échangent sur la question, mais pas eux tous, c'est-à-dire que c'est un ou deux représentants qui étaient reçus dans le bureau et à l'issue des préoccupations, on analyse des préoccupations et on essaie ensemble de mettre en place une dynamique. Chez nous, on n'a pas eu de rupture d'activité puisque le port, c'est une structure quand même d'une certaine envergure. Et donc, on a eu, en termes d'organisation du travail, à faire des rotations. C'est-à-dire qu'il y a une partie du personnel qui était resté à la maison, près de la moitié du personnel, qui a été payé pendant tout ce temps-là, en accord avec les syndicats. Et une autre partie est revenue. Et pendant ce temps-là, il y a un noyau central qui est resté, qui a travaillé tout le temps. Et au niveau des syndicats, comme on le dit, chaque année, nous, on octroie des budgets pour qu'ils puissent organiser des activités. Ces budgets-là oscillent entre 0 et 10 millions. Et ça leur permet de conduire un certain nombre d'activités, de se réunir. On a des locaux à leur disposition. On a vraiment un certain nombre de facilités. On a des heures de délégation pour qu'ils puissent conduire leurs activités. Et comme je le disais, chaque mois, ils ont une réunion avec le DRH pour échanger sur toutes les questions. Et dans le cadre de la COVID, ces réunions ont été suspendues et c'est maintenant qu'on a commencé à reprendre l'activité et on a demandé aux syndicalistes de réfléchir pour une nouvelle convention puisqu'on rentre dans un nouveau système. Donc, il faut qu'on puisse avoir une nouvelle convention avec eux pour pouvoir travailler. Donc, voilà un peu de façon ramassée les relations que les employeurs et puis les instances représentatives du personnel ont eues. Et il faut retenir que les relations sont très bonnes parce qu'à chaque fois qu'il y a une sollicitation, ils sont reçus séance tenante et on analyse effectivement leurs préoccupations. Je souhaiterais m'arrêter là et s'il y a des questions, on pourra approfondir ces aspects. Merci infiniment, Monsieur Angelo, et je souris un peu en disant cela parce qu'en vous écoutant, j'ai eu le sentiment d'être vraiment dans une entreprise de rêve. C'est-à-dire qu'il faudrait croire que la COVID n'a pas que des inconvénients, elle a beaucoup d'avantages, en tout cas dans votre entreprise. Elle a redynamisé un peu le dialogue social. Vous disiez qu'il était déjà au beau fixe. Et en fait, j'ai le sentiment que avec cette crise, il y a un changement de perspective avec le passage d'une logique jacobine où on a les syndicats et la direction qui sont à couteau tiré à une logique plutôt germanophone de co-construction. Vous avez parlé d'une cellule de crise opérationnelle, le renouveau du comité d'hygiène et de santé. Donc, si je résume un peu votre propos, on dira que la COVID a fait beaucoup de bien au dialogue social au sein du port autonome d'Abidjan et a même redynamisé ce dialogue social et changé la perspective vers une logique de co-construction. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et je vois que même les sujets sensibles, parce que vous avez beaucoup insisté sur les sujets de protection sanitaire, mais les sujets relatifs à la gestion des temps de travail, le déploiement du travail partiel et tout ont été très bien gérés sans qu'il n'y ait de remous et c'est une belle prouesse. Vincent, est-ce que vous nous entendez? Allô? J'ai du mal à voir la tâche de mes deux autres panélistes, Vincent et Venceslas. Venceslas?
Apparemment, Vincent ne nous entend pas. Vincent? Bon, ben on va continuer les échanges. Moi, je voudrais revenir un peu sur la présentation de Mati qui nous a présenté un concept parent, je dirais cousin du dialogue social, le dialogue des parties prenantes. C'est un concept que moi je découvre avec attention et curiosité. Je voulais savoir, Mati, est-ce que tu penses que ce dialogue des parties prenantes, dans son schéma tel que tu l'as décrit, il peut être applicable dans le contexte d'une entreprise secouée actuellement par une crise multiforme, à savoir des problèmes financiers, des problèmes de rentabilité, des problèmes de sécurité de l'emploi, des problèmes de changement des habitudes en matière d'hygiène, de santé, de sécurité. Comment vois-tu la déclinaison de ce DPP parce que là, c'était un cadre plutôt communautaire, etc. Si on prend l'exemple de l'entreprise même, comment tu vois un peu la déclinaison de ce DPP dans l'entreprise privée classique? Ok, en fait, si vous vous rappelez bien dans ma définition, le 4e paragraphe, c'est pour faire quoi ce dialogue? En fait, c'est pour viser au changement de comportement, donc d'état d'esprit, de vision, de pratique et de politique et de programme. Donc, si dans ce contexte-là, on va changer la donne, on va dire maintenant, je dis n'importe quoi, excusez-moi, le port autonome et l'usine qui est présente ici, on va par exemple faire plus de télétravail, on va changer les rotations. Ça pourrait avoir un impact sur la vie personnelle des personnes qui n'ont pas l'habitude. On va aussi, parce que je peux imaginer que ça s'est bien passé au niveau du port d'Abidjan, mais que dans beaucoup d'entreprises, il y a eu un manque à gagner terrible. Qui va supporter ça? On sait très bien que nos gouvernements font souvent de belles paroles, mais ne sont pas en mesure, sauf si il y a une manne des bailleurs de fonds, à pouvoir supporter cet accompagnement au niveau des entreprises. Donc, il va falloir qu'il y ait un autre type de dialogue entre le personnel, le corps social et le responsable de l'entreprise, le propriétaire, les actionnaires, pour que les employés acceptent un certain nombre de sacrifices. Et là, peut-être qu'il va falloir, parallèlement au dialogue normé, conventionné, avoir des conversations profondes par typologie d'acteurs et puis après par interacteurs, afin qu'il y ait un changement d'état d'esprit. Que là où l'entreprise n'était pas si pacifiée, ça ne roulait pas comme au port autonome d'Abidjan, on puisse retrouver d'autres marques en comprenant mieux les intentions des uns et des autres pour aller vers une action commune. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Alpha. Oui, tout à fait, c'est assez clair. Alors, je voulais juste venir sur un point d'achoppement du dialogue dans la plupart des entreprises, c'est la question de la gestion des temps de travail. Monsieur Emmanuel, peut-être va nous donner son avis. Vous avez dit que vous n'avez pas déployé de télétravail, n'est-ce pas? Non. Est-ce que vous avez fait du temps partiel? Oui, on a pu plutôt alléger les heures, 8h, 14h, au lieu de 8h. Et en termes de conséquences sur les rémunérations? Non, on n'a pas touché les rémunérations. Alors, c'est peut-être ça qui fait la particularité et la force de… Parce que vous n'avez pas touché, parce que si je prends l'exemple du Sénégal, l'État a demandé aux entreprises de ne pas licencier, de conserver au moins 70% des salaires des agents. Et ça a été vraiment une façon, certaines entreprises se sont senties totalement étranglées. Monsieur Angelo, comment vous avez vécu cette gestion des temps de travail entre ceux qui ont été mis en chômage technique, ceux qui étaient en temps plein? Comment ces frustrations-là, parce qu'on sait que le salarié va se dire pourquoi moi on me met en chômage technique et pas l'autre, pourquoi moi je ne vais pas en télétravail, etc. Comment ça a été géré, cette question de… Merci. En fait, on a consulté tous les acteurs et au niveau de chaque responsable hiérarchique, en collaboration avec les syndicats, on a désigné des personnes ressources
qui, effectivement, vont travailler de façon alternée. C'est-à-dire, en un mois et demi, un groupe a travaillé et l'autre groupe est resté à la maison. Pendant ce temps, ils ont bénéficié de leur salaire. Deuxième élément, lorsque le deuxième groupe est revenu, le premier groupe est reparti au repos. Mais pendant ce temps, il y avait un autre groupe qui a travaillé tout le temps. Et pour pouvoir vraiment améliorer leur satisfaction, on leur a octroyé des primes spéciales pour ceux qui sont restés effectivement tout le temps. Parce que les autres, eux, ils ont bénéficié de leur salaire sans travailler, alors que ceux qui sont restés là, effectivement, ont travaillé. Et en plus, ils ont permis à l'entreprise de tenir le cap. Et donc, il fallait leur donner des bonus pour que ces derniers-là puissent effectivement trouver la compensation entre le temps travaillé tout le temps. Et puis, il y a eu aussi du télétravail. C'est-à-dire, pendant que certains étaient à la maison, ils pouvaient effectivement donner des directives, échanger sur certaines activités, mais ce n'était pas tout le monde. C'était certains responsables pour lesquels, effectivement, les congés étaient échus et il fallait leur permettre de se reposer. Donc, ils étaient certes à la maison, mais à des périodes bien indiquées. Ils venaient pour pouvoir échanger à travers des visioconférences et ça permettait aux uns et aux autres d'atteindre les objectifs. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a supprimé pendant le premier semestre les contrats d'objectifs puisqu'il fallait se recentrer sur le chiffre d'affaires, faire en sorte que l'entreprise puisse tourner et puisse engranger de l'argent. Et donc, on a identifié un certain nombre de personnes qui sont capables de pouvoir conduire les activités afin qu'on puisse toujours maintenir le cap. Et ce qui a été fait et qui a été vraiment remarquable, c'est que le personnel a adhéré à vraiment toutes les mesures qui ont été prises. Il fallait expliquer aux uns et aux autres qu'ailleurs, il y avait des licenciements, ailleurs, il y avait effectivement des grincements de dents. Et donc, nous, le pont, c'est vrai que c'est une structure qui est quand même solide, mais si on ne prend pas de disposition, on risque de se retrouver dans les mêmes travers que les autres. Et donc, on s'est réunis et on a dit effectivement, il y a des sacrifices à faire. Et il y a certains qui ont dû travailler à des horaires plus que d'autres parce que nous, par exemple, on était obligés de travailler de 7h30 à 20h, ce qu'on ne faisait pas d'habitude, parce que les autres n'étaient pas là et il fallait assurer la sécurité sanitaire de tout le personnel. Donc, il fallait être sur tous les terrains, sensibiliser, regarder si vraiment il y a le respect des gestes barrières. Et donc, jusqu'à des heures, même des jours non ouvrables, on était obligé de travailler puisque le pont est ouvert 24 heures sur 24. Et donc, il fallait assurer à ce personnel-là un minimum pour qu'on ne puisse pas avoir de licenciement. Et donc, le personnel a bien compris. Et à partir de juin, on est revenu à la dynamique normale où tout le monde est revenu. Et il fallait aussi regarder les environnements de travail puisqu'il fallait voir la distanciation sociale. Avant, les bureaux étaient côte à côte et il y avait des personnes qui étaient très proches. Et donc, il fallait analyser ces conditions de travail-là pour qu'on puisse réaffecter un certain nombre de personnels dans d'autres bureaux pour éviter qu'on puisse se retrouver avec vraiment une surpopulation. Et donc, ça a été bien vécu par le personnel, mais le personnel souhaite, par exemple, qu'on revienne à l'alternance parce que la hiérarchie a refusé parce que à ce niveau-là, on ne va pas payer des personnes à ne rien faire. C'est vrai que pour la première fois, on a eu peur parce qu'il y avait la santé du personnel, on avait des personnes à risque qui avaient effectivement été sorties du milieu du travail, c'est-à-dire tous ceux qui avaient le diabète, l'hypertension artérielle, et donc tous ceux qui étaient à risque, on a dressé leur liste avec les médecins et ceux-là, ils ont été sortis du milieu. Donc, il y a eu, au fur et à mesure que le CNS prenait des dispositions, on adaptait ces dispositions-là au sein de l'entreprise de concert avec les syndicats. Donc, vraiment, tout s'est bien passé, mais ce que tout le monde a apprécié, c'était l'alternance, c'est-à-dire le fait que les gens soient restés un mois et demi à la maison. Ils voulaient qu'on perpétue cette activité-là. Or, si on continue comme ça, on risque de ne pas atteindre le chiffre d'affaires souhaité parce qu'on est passé de 22 millions de tonnes à 25 millions de tonnes
avec un bond de 3 millions. Donc, on ne va pas régresser. Et donc, il s'agit de maintenir le cap. Et donc, on a demandé au personnel de faire un sacrifice pour ne pas qu'on arrive à des licenciements. Et c'est ce qui a été fait. Et il y a eu des arbitrages. Oui, allez-y, madame. En fait, je voulais savoir, si tu permets, Abdullah, la question c'est, mais à quel moment alors la dynamique n'était pas au beau fixe? Parce que dans votre première présentation, la toute première, vous avez dit qu'à un moment donné, la dynamique n'était pas au beau fixe. Non, la dynamique était au beau fixe avant. C'était au beau fixe. Voilà, on avait de bonnes relations. C'était au beau fixe. Et je pense d'ailleurs que c'est parce que justement il y avait une amorce de dialogue social, c'est parce qu'il y avait déjà un espace d'échange entre les différents partenaires sociaux que lorsque la crise est survenue, l'activation de ces mécanismes s'est faite très facilement. Et aujourd'hui, alors, vous évoquez une question extrêmement importante qui fait partie du dialogue social et que j'ai l'impression que les entreprises, en tout cas en Afrique, ne tiennent pas beaucoup compte. C'est la question de la gestion du télétravail. Parce qu'aujourd'hui, ça appelle beaucoup de questions, des questions en termes de santé, de sécurité, d'hygiène. Comme je vous le disais, nous avons fait une enquête au Sénégal et on s'est rendu compte que le télétravail, en tout cas forcé, tel qu'il a été vécu, parce que ça a été du télétravail forcé, hein, on ne l'a pas voulu, il a fallu se réajuster en fonction de l'immédiateté de la crise. Ce télétravail a généré beaucoup de souffrances psychologiques. On a vécu des sentiments d'isolement, des sentiments de la sédentarité qui a créé des problèmes psychologiques, la crainte de perdre son emploi. Ce n'est pas réglementé. Donc, en quoi le dialogue social pourrait-il aider à la formalisation du télétravail? Parce qu'aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, c'est que la Covid n'est pas encore partie. On ne sait pas quelle autre catastrophe va nous venir dans quelques années. Je pense qu'on va vivre maintenant dans une situation d'instabilité permanente où est-ce que le télétravail ne fera pas partie de notre nouvelle organisation? De la même façon que la division du travail que Taylor a introduit a changé la donne, est-ce qu'on ne va pas vers un nouveau paradigme d'organisation où il y aura des organisations hybrides, c'est-à-dire qui vont nécessairement combiner du télétravail et du présentiel? Et donc, la requête de vos salariés, elle se justifierait. Et en fait, il y a certains qui travaillent en télétravail, comme on le dit, c'est-à-dire qu'ils sont chez eux à la maison et de façon régulière, surtout lorsqu'on est sur les chantiers, parce qu'on a des chantiers où on ne peut plus se réunir. Et vraiment, on est obligé de respecter la distanciation sociale pour ne pas qu'on aboutisse à des contaminations. Et donc, ce que nous faisons, c'est qu'on ne fait plus des réunions de façon habituelle, mais on fait des réunions par vidéoconférence, et chacun chez lui, et on échange. Maintenant, on désigne un certain nombre de personnes qui vont sur le chantier pour aller faire des vérifications, mais c'est à des niveaux moindres. Et comme vous le dites, aujourd'hui, nous, on est dans un système hybride. Il y a certains qui fonctionnent en télétravail, il y a d'autres qui fonctionnent en présentiel, mais on veille à ce que la distanciation sociale soit respectée. Aujourd'hui, on a des sensibilisations que nous faisons sur le terrain pour expliquer au personnel pourquoi ils doivent respecter les mesures barrières. Parce que c'est le seul moyen que pour le moment on a pour pouvoir comme ça même, juguler la crise. Et donc, si ce n'est pas bien perçu par le personnel, on risque d'avoir un relâchement parce qu'arrivé un moment, tout le monde s'est dit que la COVID est devenue quelque chose d'habituel et que maintenant, on n'a plus trop peur. Et si on n'a pas trop peur, comme on le dit, on risque d'oublier ces gestes barrières-là. Donc, en termes de travail, ce que nous, on a fait, c'est que chaque fois, on fait des piqûres de rappel aux différents personnels pour leur expliquer pourquoi il faut faire ceci, pourquoi il faut faire cela. Aujourd'hui, on n'a pas d'emprise sur un certain nombre d'employés pour lesquels, effectivement, on pourrait faire du télétravail qui va nécessiter l'acquisition de matériel, l'acquisition de connexions et qui va payer. Donc, aujourd'hui, c'est vers ça qu'il va falloir réfléchir. Donc, est-ce qu'on va doter tout le monde d'ordinateurs portables? Est-ce qu'on va payer des connexions pour tout le monde? Quand on analyse tous ces aspects-là,
on préfère laisser un certain nombre de personnes dans cette dynamique-là, et puis l'ensemble du personnel travaille, et en fonction de la rotation des congés, on adapte effectivement l'effectif qui est présent sur le site. Donc, voilà un peu comment nous fonctionnons. Merci Angelo, vous avez soulevé beaucoup de questions qui feront l'objet, qui devront alimenter le dialogue social. C'est la question effectivement de la prise en charge du matériel, c'est la question des accidents en situation de télétravail. Vous êtes chez vous, vous avez un accident, quelle est la part de responsabilité de l'employeur, quelle est votre part de responsabilité, la question de l'ergonomie du travail. Donc, toutes ces questions-là devront faire effectivement l'objet d'échanges et peut-être être formalisées carrément dans nos textes réglementaires, parce que je pense que ces organisations hybrides risquent d'être la norme dans un futur très proche. Je voulais peut-être juste, excusez-moi, M. Angelo, juste voir si Vincent nous a rejoint, s'il nous entend, est-ce qu'il peut réagir enfin? Monsieur Vincent, vraiment, il semblerait qu'il y a un problème parce qu'on me dit en sourdine qu'il nous entend, mais il n'arrive pas à réagir. Alors, Emmanuel, est-ce que tu as une réaction par rapport à l'expérience du port qui, moi, me fait rêver, hein? Oui. Tout n'est pas rose. Ah, en tout cas, tout n'est pas rose. Sur la seconde question, j'aborde dans le sens de M. Angelo, parce que pour mettre en place le télétravail, il faut un certain nombre de moyens. C'est bon, vous m'entendez? Oui. Oui, allez-y. J'abordais dans le sens de M. Angelo, parce que pour mettre en place le télétravail, il faut un certain nombre de moyens. L'acquisition de serveurs, d'ordinateurs, de connexion Internet, et ce qui n'est pas vraiment évident. Donc, je veux dire qu'on était un peu prise de court par la pandémie. C'est vrai qu'on avait des balbutiements, mais on n'a pas pris la pleine mesure. Donc, comme il a dit, il faut toujours être au taquet vis-à-vis des mesures barrières, ne pas relâcher. Parce qu'on a l'impression que maintenant, on se dit, bon, c'est une maladie à laquelle on va vivre avec, mais il y a des conséquences graves. Donc, il va falloir que vraiment qu'on dise aux employés à chaque fois qu'on dit de se laver les mains, de porter les masques. Nous, ce que nous on fait, c'est qu'on fait des inspections pour s'assurer qu'effectivement, ils portent leur masque. Et comme je l'ai dit dès le départ, nous, c'est qu'on a demandé à une de nos filiales de produire essentiellement de masques. Elle est dédiée à ça. Parce qu'on n'a pas voulu qu'il y ait de rupture. Donc, tous les masques, les visières, c'est que chacun a son choix. Il y a certaines personnes qui disent qu'ils ne supportent pas les masques, d'autres disent qu'ils préfèrent les visières. Et il va falloir que, vraiment, en Afrique, on puisse vraiment se pencher sur la question du télétravail. Parce que je pense que ce sera vraiment un gros challenge. Et ce que moi j'ai vu autour de moi, c'est plutôt les grosses multinationales qui le font. Et les PME, ce n'est pas encore vraiment le cas. Donc, je pense que justement la crise, un des autres avantages de la crise, ça a été justement de décomplexer les entreprises africaines par rapport au télétravail. Et aujourd'hui, nous, au sein de notre association, il y a des réflexions très avancées sur comment passer du télétravail forcé au télétravail voulu. En tout cas, ce que moi je retiens pour en revenir à notre sujet sur l'importance et les enjeux du dialogue social, c'est qu'il semblerait que cette crise ait boosté et donné un coup de neuf au dialogue social. Alors, apparemment, parce qu'effectivement, quand on est en situation de crise, tous les partenaires, tous les acteurs de l'entreprise sont dans une situation un peu je dirais pas de panique, mais en tout cas de vigilance qui fait qu'on retrouve des réflexes de solidarité, des réflexes de reconnexion. Alors, la question que j'ai envie de poser à Mathie, j'allais te poser une question, Mathie, c'était est-ce que tu penses que aujourd'hui, donc finalement, à la lumière de toutes ces expériences, de tous ces témoignages, le dialogue social a une sorte de renaissance dans laquelle
on pourrait même envisager un approfondissement de ces modalités, notamment avec le DPP. En fait, bon, peut-être j'avais levé la main en écoutant Emmanuel. Peut-être moi, j'ai une sensibilité un peu différente en vous écoutant. Je suis en train de me demander si le Covid n'est pas en train de tuer le dialogue social. Je m'explique. En fait, aussi bien Angelo qu'Emmanuel partent des acquis du dialogue social. Et ça, c'est formidable. Et effectivement, comme tu le dis, Alpha, il y a un sentiment de solidarité, de faire face, de faire front, ensemble, face à l'adversité. Le seul souci que j'ai, c'est que le dialogue social, quelque part, à l'origine, était que dans l'entreprise, il faut redonner une certaine initiative et même une certaine prise de responsabilité, je ne dirais pas de pouvoir, hein, mais prise de responsabilité aux travailleurs. Et c'est pour ça qu'on est dans le bipartite ou le tripartite. Et là, souvent, il fallait faire preuve d'urgence et d'aller vite pour limiter les dégâts, aussi bien sur le plan sanitaire que sur le plan économique. Et donc, c'est le social qui en pâtit. Donc là, pour moi, c'est un point d'interrogation. Est-ce que le dialogue social, au bout du compte, dans quelques temps, quand les choses se seront apaisées, mais qu'on aura vu les dégâts sur le plan économique, mais aussi sur le plan psychologique, parce que probablement, peut-être, certains travailleurs ont très mal vécu la chose, hein, mais l'ont intériorisé, n'ont pas pu s'exprimer. Tout comme les citoyens, on le voit aujourd'hui, il y a vraiment des soucis hein, par rapport à la peur, par rapport à l'isolement, par rapport à l'avenir et aux craintes. Donc, pour moi, c'est une question que les RH doivent prendre avec énormément de soin pour pouvoir faire en sorte que peut-être effectivement le dialogue social va se redynamiser ou va se renouveler, si tu permets, Alpha, justement dans ce millénaire, en ce début de millénaire, avec cette crise systémique. Parce que peut-être ça ronronnait. Hein, c'était un peu du conventionnel, du formalisme, avec des mimétismes, des automatismes bien huilés. Alors maintenant, moi, le dialogue entre parties prenantes, c'est quand justement les choses ne vont pas très bien. J'ai cité exactement le régime du Mali, là, de transition, exprès. Quand les choses ne vont pas bien et que la société ou le corps social dans l'entreprise est un peu tiraillé, alors peut-être que là, le dialogue entre parties prenantes peut être un complément du dialogue social. Mais je dis un complément parce que je pense que le dialogue social aujourd'hui doit à la faveur du Covid, justement, doit un peu se renouveler, si vous permettez. Ça, la mécanique est un peu trop bien huilée en faveur de l'employeur et peut-être au détriment des employés. Mais peut-être que je me trompe. C'est à Emmanuel et à Angelo de dire ce qu'ils en pensent. Alors, effectivement, c'est vrai qu'on a des phénomènes qui peuvent sembler contradictoires. D'un côté, on a effectivement ce réflexe de la solidarité face à un danger inconnu qu'on ne maîtrise pas. Et effectivement, ça resserre des liens. Moi, je comprends que les représentants du personnel ayant la crainte d'abord de leur santé, de la santé du personnel, ayant la crainte de la perte d'emploi, parce que effectivement beaucoup ont eu cette épée de Damoclès en disant bon là en tant que syndicaliste même s'il y a des pertes d'emploi on n'y pourra rien puisqu'il y a un arrêt de l'activité. Donc face à ces craintes-là peuvent se dire bon c'est le moment de se ressouder et de développer une certaine solidarité. Mais en même temps comme tu le dis si bien Mathie, il y a des phénomènes souterrains, des phénomènes cachés qui vont certainement se développer avec l'installation de la crise, parce que nous allons aller vers une crise économique sans précédent. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais ce sera peut-être à partir de 2021 qu'on va vraiment commencer à ressentir des effets de la Covid, parce que 2020, c'est une année quasiment en termes de rentabilité, de productivité pour 90% des entreprises, c'est une année à oublier. Donc, quand sera-t-il du dialogue social? Quand les choses vont se restabiliser, quand les salariés vont revenir, quand la crise va s'installer, est-ce que vous pensez, Angelo et Emmanuel, que vous serez toujours dans cette même logique, je dirais presque angélique?
Oui, Angelo. Bon, en fait, c'est pour cela que nous, on a anticipé, on a demandé, par exemple, aux instances représentatives de faire une nouvelle convention. Parce qu'on sait que, voilà, on va arriver à des négociations à un moment bien donné, on sera obligé de débattre des salaires, de débattre des avancements, des augmentations de salaires et autres, de l'amélioration des conditions. Donc, on leur a demandé de réfléchir à une nouvelle convention, de proposer une convention pour qu'on puisse ensemble voir avec les ressources qu'on a, qu'est-ce qu'on peut faire. Parce qu'aujourd'hui, comme je le dis, en 2020, il y a beaucoup d'activités qui ont été annulées. Il y a beaucoup de budgets qui ont été supprimés. Et tout a été basculé vers la santé. Parce qu'aujourd'hui, la COVID, comme on le dit, a vraiment touché un peu certaines activités. Quand je prends au niveau médical, on a été obligé d'acheter du matériel, par exemple de désinfection, qui coûte des millions. Des portiques, par exemple, de désinfection, ça coûte des millions. On a été obligé chaque fois, pour le personnel médical, de payer des surblouses, des équipements. Vraiment, c'est un budget qui n'était pas prévu. Et donc, on ne va pas continuer dans cette dynamique-là. Il va falloir trouver encore des ressources pour pouvoir faire face. Donc, il va falloir faire un arbitrage. Et donc, on a demandé au personnel d'aller réfléchir par rapport à la situation que nous avons pour nous proposer effectivement des mesures qu'on va prendre pour qu'on ne tombe pas peut-être, parce que si le chiffre d'affaires n'est pas disponible, si on n'a pas d'argent, on sera obligé d'arriver à des licenciements, on sera obligé de voir qu'est-ce qu'on va faire pour que l'entreprise puisse vivre. Donc, nous, par anticipation, on leur demande d'aller réfléchir pour qu'ils nous fassent des propositions et qu'ensemble, on voie ce qu'on peut faire. Ce qu'on a fait encore de mieux, c'est qu'on a embauché un psychologue du travail qui, peut-être, vous avez vu, Anne, qui a fait l'écoute du personnel. C'est-à-dire que tous ceux qui ont un peu peur, qui ont des problèmes, on les oriente vers ce psychologue-là pour les écouter, pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut les aider au quotidien pour qu'ils puissent améliorer leur performance. Et dans ce mois d'août, on a embauché un psychologue social pour essayer de gérer également les risques psychosociaux. Et donc, tous ces aspects-là, je pense que ça va permettre de réduire un tant soit peu les activités à risque et puis de permettre au personnel de voir mieux. Ce que nous pensons faire, oui madame, allez-y. Allez-y, terminez juste, après je vais donner la parole. Ok, donc je disais que ce que nous, on pense faire, c'est d'anticiper sur l'avenir, parce qu'aujourd'hui, le port, c'est une porte d'entrée. Et tout ce qui rentre en Côte d'Ivoire passe par le port. Si le port est non fonctionnel, ça veut dire que les entreprises en arrière auront des problèmes. Et donc, il s'agit de maintenir le cap et de faire en sorte qu'on puisse avoir aujourd'hui nos 25 millions de tonnes. C'est vrai que les navires rentrent à compte-gouttes, mais aujourd'hui, on est passé à une phase de résilience. On est passé à des accords avec l'Union européenne pour pouvoir effectivement maintenir le cap. On a fait la formation des membres des syndicats pour qu'ils comprennent la dynamique dans laquelle on est. C'est-à-dire, on est dans une situation de co-construction et non une situation conflictuelle. Il s'agit de regarder dans la direction et de permettre aux uns et aux autres de pouvoir mieux vivre en entreprise. Donc, voilà un peu ce que c'est très clair. Vous êtes en train vraiment de décrire la démarche germanophone de co-construction où les syndicats sont vraiment des acteurs à part entière du processus de gestion de la performance et ne s'occupent pas seulement de l'épanouissement du personnel. Donc, c'est vraiment une configuration extrêmement intéressante et que je pense qu'il serait bon que vous nous partagiez un peu, que vous formalisiez un peu cette démarche parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose de très, très intéressant qui serait bon de partager. Alors, je voulais donner la parole à Emmanuel et à Mathie, mais il y a Vincent qui vient de se connecter, qui n'a toujours pas pris la parole. Ok, mais moi je voulais réagir à Angelo. Hein. Ok. D'accord, tu vas garder ça. Je veux juste m'assurer qu'il est là et après je te donne la parole. Vincent, est-ce que tu nous entends? Vincent ne nous entend toujours pas. Bon, Mathie?
Alors, je voudrais rebondir un peu avant de laisser la parole à Emmanuel, parce que là, on est un peu dans l'angélisme. Hein, on continue Oui. Non, franchement, et je ne suis pas contre, mais je crois que les Africains doivent prendre aussi leur place aujourd'hui dans l'introspection saine. Par exemple, vous dites une nouvelle convention. Est-ce que vous êtes prêt que les travailleurs aujourd'hui dénoncent les coûts cachés? Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui que les travailleurs remettent en question peut-être cette tutelle du public et de la culture du public? Parce que je crois que le port autonome appartient encore au public, si je comprends, hein, peut-être vous allez me couper. Et est-ce qu'on va continuer à déléguer à des spécialistes, fort honorables, les coachs que je suis, les psychologues et tout, alors qu'il faut aujourd'hui qu'on revienne à notre tradition africaine? Dans la tradition africaine, l'élan de solidarité, c'était aussi l'empathie, c'est-à-dire de montrer à l'autre que l'on ressent sa peine, que l'on ressent sa souffrance. Si vous confiez simplement aux spécialistes l'écoute et la gestion des risques sociaux, ça fait qu'on est un peu des gens, on est en train de cibler des travailleurs qui seraient un peu, hein, entre guillemets, des parias. Hein, ils auraient été un peu les laissés pour compte émotionnel, eux ils sont trop sensibles, alors on va les gérer à part. Alors que justement là, pour revenir à ta question Abdoul, je pense que dans le dialogue des parties prenantes, ça pourrait être intéressant de faire de faciliter des conversations profondes où les travailleurs pourraient exprimer leur désarroi devant les autres de façon subtile. Et je l'ai fait, moi, avec les médecins. Vous savez, les médecins, ce sont des personnes très introverties sur leurs émotions parce qu'ils sont dans la surpuissance. Hein? Ils sont là pour guérir les gens, pour faire des miracles, et donc pas pour parler d'eux et de leur souffrance. Eh bien, je peux vous dire qu'en 3 séances en webinaire, ce qui est encore plus difficile, nous avons pu vraiment déverrouiller les émotions, à tel point qu'une chef d'entreprise, médecin, s'est longuement exprimée sur ses souffrances et ça l'a apaisée parce qu'elle a eu des élans de solidarité, bien sûr un peu virtuels. Et je peux pas vous citer, il y a eu au moins 10 illustrations de ce fait-là. Donc, j'attire l'attention d'Angelo et d'Emmanuel qu'il faut que nous revenions aussi à certaines pratiques africaines. Sinon, nous allons tout robotiser, tout technocratiser. Et ce serait vraiment dommage. Merci, Mathie. Emmanuel? Bon, Mathie a posé une vraie question parce que moi, l'état de grâce, il est terminé pour moi. Déjà, j'ai des employés qui ont attiré mon attention. Ils disent, Madame, on est à bout. Et j'ai eu à parler de médecin d'entreprise. La prescription d'antidépresseurs, elle a augmenté. Le nombre de congés pour stress a augmenté. Donc, il a fallu vraiment qu'on lance une réflexion dessus qui est prévue pour octobre. Parce que on a invité les délégués du personnel qui nous ont dit tout de go que vraiment l'atmosphère, le rythme de travail, et il n'y a plus ce sentiment d'empathie. L'année prochaine, j'ai 10 personnes qui vont à la retraite. Pour raison budgétaire, je ne vais pas les recruter. Parce que va falloir que c'est vrai, la période où la Covid avait atteint son pic, moi, c'était mon pic d'activité. C'est là où je fais massivement le chiffre d'affaires. Donc, tout le monde a travaillé à plein régime. Et ils n'ont jamais fait ça 40 ans auparavant. Donc, comme vous avez dit, il va falloir qu'on puisse les écouter. On a une psychologue d'entreprise, mais elle m'a dit que ça ne suffit pas. Donc, moi, j'ai besoin que, comme Mathie parle qu'on revienne un peu au côté africain, qu'est-ce qu'elle préconise? Angelo, tu veux attendre peut-être voilà. Peut-être Angelo voulait réagir rapidement. OK. En fait, c'est un débat passionnant. Oui, ce que Mathie dit, c'est vraiment fondamental. Parce que, comme nous, on s'est dit que le personnel ne se plaint pas. Les syndicats ne se plaignent pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Donc, il s'agit de capter le ressenti du personnel.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a une cellule d'écoute où celui qui veut aller vraiment dire ce qu'il veut, il peut aller là-bas pour s'exprimer. Donc, ça nous permet en arrière de capter effectivement un certain nombre d'informations que nous allons pouvoir documenter. Quand le psychologue... Je vais devoir vous couper parce que je crois qu'il y a Vincent qui vient enfin d'entrer. Je suis désolé, Angelo. Il nous reste 15 minutes. Vincent, si vous nous entendez, vous allez vous présenter rapidement et peut-être donner votre sentiment sur le débat qui est bien avancé et qui est bien campé. Alors, bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend enfin. On vous entend. Enfin. D'accord. Alors, donc, comme on le disait tantôt, moi, je suis Nyakwa Vincent, expert en gestion des ressources humaines, membre de l'association des professionnels des ressources humaines de Côte d'Ivoire, écrivain RH et directeur du cabinet Premier Service Plus à Abidjan. Alors, si on revient un peu sur le contexte qui a créé beaucoup de désagréments aux entreprises et aux travailleurs, bien sûr, les enjeux qui sont présents, qui se présentaient, effectivement, c'est, comme M. Angelo l'a dit, une nouvelle organisation du travail, avec le boom du télétravail. On a vu aussi la préservation de la sécurité de l'emploi, la prévention des risques sanitaires et psychosociaux, comme le disait la dame, et puis l'adaptation des méthodes de management. Parce qu'en réalité, travailler à distance exige de nouvelles méthodes de management, notamment par rapport à la performance, par rapport à la collaboration, par rapport à la motivation. Ce sont des enjeux extrêmement importants. Et relativement à cela, des décisions urgentes devaient être prises, comme assurer la continuité du service, protéger les travailleurs contre la pandémie, maintenir les emplois et éviter la faillite des entreprises. Sans oublier, bien sûr, les tensions sociales qui pouvaient être aussi opérées au sein de l'entreprise et entre la direction générale et les travailleurs. Et face à cela, tout le monde a vu que l'outil indispensable, c'était le dialogue social. Dialogue social qui devait être effectué soit par des réunions, soit par les outils collaboratifs, comme le disait la dame. La technologie, ça aussi, ça crée beaucoup de soucis aux travailleurs. Le téléphone, la visioconférence. Et normalement, l'État a dû prendre le devant. L'État a pris le devant en collaboration avec l'organisation des employeurs, les organisations syndicales, d'autres partenaires sociaux qui, même les parents d'élèves, les consommateurs, parce que le problème était tellement grave que ça a créé beaucoup de soucis au plan économique et au plan social. Et c'est ce qui a attiré aussi l'attention des DRH, comme la dame le disait, l'attention des DRH sur les problèmes de congés payés qu'il fallait anticiper, réviser, sur les problèmes de chômage partiel à envisager, sur les licenciements économiques général ou partiel, et les réflexions même à mener sur le boom du télétravail. Personne n'était préparé à cela. Et le télétravail, ça exige des moyens. Et c'est pour cela, comme M. Angelo le disait, il a fallu dans cette entreprise identifier ceux qui pouvaient travailler à la maison, en télétravail, s'ils avaient des outils, mais les autres, on pouvait leur confier des tâches à effectuer à la maison et rendre compte par la suite. Et cela s'est opéré à travers la réorganisation du travail en équipe, en permettant à certaines personnes de rester chez elles à la maison, de faire des travaux et de venir rendre compte une semaine après. Monsieur Vincent? Oui. Excusez-moi, hein, je voulais vous couper 2 secondes parce qu'il nous reste 10 minutes et 5 minutes d'échange. Je voulais juste vous poser une question parce qu'on avait commencé un débat extrêmement intéressant dans lequel on disait que finalement le dialogue social, la crise a été bénéfique au dialogue social et à ses instruments tels que le comité d'hygiène. Et Mathie avait lancé une petite alerte en disant attention, attention aux dangers cachés, attention au retour de bâton, attention au fait qu'actuellement tout le monde fait le dos rond et qu'on est en train d'essayer de traverser la crise et la tempête. Mais quand on va s'installer dans la crise plus tard, le dialogue social risque d'en prendre un grand coup. Donc, quelle est votre position par rapport à ce débat-là? En 2 minutes, comme ça, après, on va laisser à chacun conclure parce qu'on doit terminer à 11h.
Oui, pour moi, le dialogue social, c'est un outil incontournable. C'est un outil incontournable parce que aujourd'hui, s'il n'y a pas la concertation, l'entreprise qui est focalisée sur ses résultats, sur ses performances, va prendre seule des décisions qui vont tout bouleverser et qui vont créer des tensions sociales. Et donc, pour moi, le dialogue social, c'est vraiment quelque chose d'incontournable. C'est un outil de communication, mais aussi et surtout un outil de consensus et de Mais prise est-ce de que vous décision. pensez que la crise est une menace ou une opportunité pour le dialogue social? En réalité. Non, comme tout événement majeur, il faut voir les deux aspects. C'est une opportunité pour mettre en valeur des choses que nous avons négligées, pour faire ressortir certains outils, pour faire ressortir d'autres méthodes qu'on a mises de côté. Mais c'est aussi une menace parce que dans la précipitation, devant les urgences, on peut aller dans des directions qui peuvent créer à terme un blocage. Oui, mais maintenant, on a pris la mesure de la crise, on a pu enfin revenir un peu de notre état de choc ou de traumatisme. Maintenant, Oui. on est capable de nous poser et de gérer la chose. Comment pensez-vous, comment voyez-vous l'avenir du dialogue social à moyen terme, là, avec la crise qui s'installe? Est-ce que le dialogue social va être revivifié ou bien est-ce que nous sommes en train d'entrer dans des vrais troubles sociaux? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, peut-être pas dans les vrais troubles sociaux, mais je pense que, comme on a dit, c'est une opportunité. C'est une opportunité parce qu'il va falloir s'asseoir calmement, tranquillement, revisiter nos dispositifs de dialogue social, notamment les dispositifs juridiques, former les travailleurs pour qu'ensemble, tout le monde sache que devant les urgences, devant les problèmes à fort impact économique et social, il faut s'asseoir et ensemble se concerter pour aller loin. Parce que si on ne pense pas loin, qu'on raisonne dans le court terme, forcément, il va y avoir des blocages. Mais il faut s'asseoir tranquillement, revisiter les dispositifs juridiques, les dispositifs donc même techniques, et puis ensemble réfléchir sur l'avenir. Et c'est ça qui peut sauver le dialogue social, je pense. Merci beaucoup. Merci, M. Vincent. Vous êtes rentré tard dans la conversation, mais votre rapport a été particulièrement intéressant. M. Venceslas également est en ligne, je le vois maintenant. Il va peut-être se présenter rapidement et rentrer dans le vif du sujet. Hein. Je pense que vous nous avez écoutés. On a eu des témoignages aussi bien empiriques que des témoignages empiriques d'expérience du dialogue social en ces périodes de crise. Et le débat qui se pose, c'est finalement, on est conscient que le dialogue, peut-être la crise a développé un mécanisme de solidarité et de résilience collective, mais est-ce que ce n'est pas un arbre qui cache la forêt? Est-ce que ce dialogue social n'est pas menacé par une crise beaucoup plus forte économique qui va s'abattre sur l'entreprise? Donc, quel est votre avis là-dessus, Wenceslas? Alors, merci Monsieur Abdul et merci Arthur. Je suis Wenceslas Widje, HR de la nouvelle pharmacie et santé publique de Côte d'Ivoire. Entendre par là, c'est la centrale d'achat pharmaceutique de la Côte d'Ivoire qui se charge éventuellement d'approvisionner tous les centres de santé en produits pharmaceutiques et intrants stratégiques au niveau national. Alors, je voulais aussi partager donc notre petite expérience, puisque nous étions au cœur de cette crise en termes d'action envers la population pour leur permettre éventuellement de pouvoir venir à bout. J'allais dire un peu la distribution des cache-nez et ainsi de suite et tout cela. Et très tôt, quand les périodes difficiles ont commencé, éventuellement, nous avons élaboré un plan de continuité d'activité. Et bon an, mal an, on a pu intégrer dans notre dispositif éventuellement les IRP, notamment ceux qui constituent, j'allais dire, les acteurs clés du dialogue social de notre entreprise, à savoir les délégués du personnel, mais aussi le comité santé-sécurité au travail, qui non des moindres nous a permis quand même d'avoir j'allais dire un plan de communication, de sensibilisation, d'information, d'éducation et de communication pour le changement aussi de comportement. Ça, c'était très, très important.
Et nous avons travaillé de concert avec essentiellement ces deux acteurs, mais un troisième acteur, notamment les ambassadeurs de notre culture d'entreprise. Éventuellement, on a un comité de promotion de la culture d'entreprise en interne qui font partie de notre écosystème interne de dialogue social, qui ont aussi pris le relais au niveau de la sensibilisation et pour permettre éventuellement à ce que nos personnels qui étaient en majorité dans le présentiel et non pas dans le télétravail, comme on avait ébauché il y a 2 jours, puisque vu déjà notre typologie d'activité qui nécessite que la majorité de notre personnel soit présent, éventuellement, il y avait nécessité à pouvoir s'associer les acteurs de ce dialogue social-là pour permettre effectivement à ce que on puisse non seulement faire respecter les mesures barrières, mais aussi faire en sorte que la communication puisse passer. Et en tout cas, dans les premiers instants, ça n'a pas été facile du tout parce qu'on avait comme l'impression, d'une part, l'administration qui avait des orientations fermes venant de l'État de Côte d'Ivoire à faire respecter ou, disons, à exécuter comme objectif. Et dans un autre côté, le souci majeur des travailleurs, notamment leur santé et leurs conditions de travail, qu'il fallait en même temps se pencher là-dessus pour leur permettre éventuellement d'atteindre les objectifs. Et nous avons quand même tant bien que mal à aller en choses ensemble, à faire des réunions, parfois même d'une journée, pour essayer de pour trouver un accord, un consensus, pour pouvoir permettre à ce que les uns et les autres puissent travailler convenablement dans le respect des mesures qui ont été dictées par l'État de Côte d'Ivoire, lesquelles mesures nous incombent également. Mais étant donné que nous étions un acteur clé dans le dispositif national de lutte contre le Covid, nous étions obligés de, par moment, j'allais dire, faire quand même, mener certaines actions qui, visiblement, plus ou moins, n'étaient pas toujours en synergie avec les désirs du personnel. Il arrivait par moments où on faisait des nuits, éventuellement, parce qu'il fallait effectivement faire en sorte que la population puisse avoir des cache-nez, tout le kit du Covid. Et souvent, ces travaux de nuit, éventuellement, c'était, j'allais dire, aujourd'hui, on vous dit, bon, demain, il faut travailler la nuit parce que tel objectif doit être atteint. La communication est difficilement, j'allais dire, reliable dans l'immédiat. Et donc, franchement, ils ne percevaient pas ça d'un bon oeil parce qu'éventuellement, ils avaient aussi en partie raison. Mais donc, par moment, on est obligé de venir à la table de négociation pour essayer de leur faire comprendre que voilà, il est vrai, il n'est nulle l'intention de l'administration éventuellement d'outrepasser, sinon de faire outrepasser les mesures régaliennes. Je vais dire le respect des tests réglementaires qui régissent les employés, mais dans un cas aussi sérieux, il faut au moins essayer de voir comment est-ce que, main dans la main, l'administration et les acteurs du dialogue social puissent participer, contribuer à ce que, éventuellement, on puisse permettre à ce que la population, dans son entièreté, puisse avoir, enfin, garantir leur bien-être. Donc, merci voilà beaucoup. Ce que je peux dire pour le moment pour cela. Merci beaucoup, Venceslas. Bon, il est 11 heures. Malheureusement, nous allons devoir procéder à la conclusion. Je crois que certains panélistes même ont d'autres engagements. Donc, Mathie, qui va nous quitter bientôt, on va lui donner la parole pour qu'elle fasse 2 minutes de conclusion. Et puis, chacun va conclure rapidement. Oui, merci Abdoul de ta modération. Et merci aussi à Emmanuel et à Angelo qui ont nourri le débat. Je m'excuse, Vincent et Venceslas, je ne peux pas vous citer puisque vous avez simplement présenté. Et je voudrais dire à Emmanuel qu'effectivement, il y a des possibilités. Mais s'il faut introduire le dialogue des parties prenantes en complément du dialogue social dans votre entreprise, il va falloir mettre en place une équipe de changement pour justement pouvoir suffisamment
à partir des informations qui vont être partagées sur les défis, les enjeux, les risques, les contraintes, les menaces, donc vraiment des informations d'ordre stratégique. Et à ce moment-là, il faut faire un peu ce qu'on appelle chez nous au Sénégal le ndeup social, c'est qu'il faut libérer la parole. Et que cette libération de parole doit être vraiment facilitée par de bons animateurs interne et encadré peut-être par quelqu'un de l'extérieur, par cercle concentrique. On s'exprime mieux de façon intime, donc avec des tout petits groupes, mais qui vont devoir après partager dans des groupes beaucoup plus grands, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on se rend compte que par cette libération de la parole et cette expression des émotions, on arrive vraiment à un climat apaisé. Parce que le dialogue, avant qu'il soit social ou entre parties prenantes, c'est d'abord du dialogue, c'est-à-dire une dualité de discours, et ce discours est forcément accompagné de pensées, de bonnes et de mauvaises pensées, d'émotions positives ou négatives, et au cœur, il doit y avoir la compassion, il doit y avoir la dignité, il doit y avoir le respect. Cette valeur, en fait, cette approche humaniste du bien de chez nous et qu'on oublie. Et maintenant, il doit y avoir aussi quelque chose de peut-être plus moderne, encore que, c'est cette interdépendance. Nous sommes tous soumis au même sort et nous devons être interdépendants et le management doit le comprendre et doit pouvoir laisser plus d'initiative à l'encadrement intermédiaire et aux employés et aux ouvriers. Donc, nécessairement, la question du changement est au cœur de ce nouveau processus. Merci. Merci beaucoup, Mathie. Merci infiniment pour ta contribution. Et je pense qu'on peut te libérer puisque tu as d'autres contraintes. Je vais laisser la parole à... Merci. Je laisse la parole à Emmanuel. Oui, en tout cas, vraiment, merci beaucoup à Mathie. Et comme je le disais précédemment, je vais devoir vous quitter. Mais moi, à mon niveau, l'état de grâce était fini. Donc, je me posais sérieusement des questions et j'avais même abordé le sujet avec les délégués du personnel, avec la psychologue, qu'on puisse trouver un consensus. Donc, je veux dire merci à M. Angelo pour avoir partagé son expérience du port et puis à M. Abdul Alpha aussi avec Arthur. Je vais tenter de... Je vais même pas tenter. Je vais faire recommandation de Mathie parce qu'il en va de la survie de mon entreprise parce que ce sont les hommes qui sont les ressources et ils créent aussi la ressource. Donc, il va falloir que mettre en place ces mécanismes. Comme elle l'a dit, la compassion, l'empathie, parce qu'on a tendance à oublier ces valeurs-là et à devenir un peu robotisé. Merci infiniment, Emmanuel. Merci pour ce message. Et je donne la parole à Vincent. Oui, merci, cher modérateur. Je voudrais à mon tour aussi dire merci à Emmanuel, Angelo, à Mathie, à Wigé. Alors, je pense qu'aujourd'hui, nous avons deux types d'enjeux. Il y a les enjeux de l'entreprise en termes de performance, en termes de développement. Il y a aussi des enjeux RH en termes de nouvelle organisation du travail, en termes de sécurisation de l'emploi, en termes de faire face aux risques sanitaires et en termes de méthodes de management pour accompagner les différents dirigeants. Mais relativement au dialogue social, il se présente comme un outil incontournable, comme il l'indiquait tout à l'heure, mais un outil incontournable qui va exiger une transformation du point de vue des méthodes, transformation du point de vue des valeurs et transformation du point de vue également des dispositifs à mettre en place. Parce qu'on parle de social. Social, ça repose sur les hommes. Donc, naturellement, il faut que les employeurs se mettent vraiment en contact permanent avec les travailleurs pour mettre en place de nouveaux mécanismes, même s'ils sont impactés par la technologie, mais mettre en place de nouveaux mécanismes qui permettent à toutes les parties prenantes de se mettre ensemble, de repenser l'avenir et de travailler ensemble pour faire face aux enjeux de l'entreprise. C'est à ce prix qu'on peut sauver le dialogue social qui, de plus en plus, va prendre de l'importance parce qu'avec la crise, tout le monde a pris conscience de l'importance du dialogue social. On en parle partout. Et donc, la prise de conscience des uns des autres, des parties prenantes, va permettre
de remettre sur la table toutes les conditions d'amélioration du dialogue social et de faire en sorte que ça puisse… Merci beaucoup. Permettre aux entreprises de se développer durablement. Merci Vincent, merci beaucoup pour cette contribution. Je vais finir avec Angelo et laisser la parole à Venceslas pour 2 minutes. OK. Bon, je voulais remercier tout le monde. Et en termes de conclusion, c'est de dire qu'au port autonome, tout n'est pas rose. C'est pour cela qu'il faut toujours être en interrelation pour qu'on puisse faire ressortir vraiment tout ce qui ne va pas. Nous, on a essayé de contourner la difficulté parce qu'on sait qu'on n'a pas tout le ressenti du personnel. À travers les psychologues, ça nous permet déjà d'avoir le stress du personnel et de mettre en place des mesures. Donc, ce que nous préconisons, c'est qu'il y ait un dialogue toujours franc. Et comme Mathilde l'a dit, il faut toujours échanger et revenir aux valeurs africaines. Parce que souvent, avec le travail, avec les urgences et autres, la valeur humaine souvent prend un peu du recul et on regarde toujours les objectifs, on regarde l'entreprise, mais les hommes sont un peu délaissés pour d'autres aspects. Donc, sur cet aspect-là, je pense que nous, on va essayer de se recentrer pour essayer de capter ces éléments-là parce que la crise, ça c'est une des crises. Il peut y avoir d'autres crises. Et donc, plus on est soudés, plus on échange, plus on a la même vision, plus on a moins de problèmes. Et je pense que c'est cette dynamique-là que le DG veut impulser à travers les échanges que nous avons de façon permanente. Parce que chaque mois, il y a une réunion avec les syndicats, avec les représentants du personnel, pour voir un peu les problèmes. Et même si on n'a pas tous les problèmes, de temps en temps, on a une remontée du personnel qui nous permettent effectivement d'anticiper sur ces éléments-là. Je voulais remercier tout le monde pour la tribune que vous nous offrez pour pouvoir échanger. Et je pense que c'est un des… Merci. Merci infiniment. Merci vraiment pour votre contribution. Et moi, je suis particulièrement intéressé par une formalisation, une modélisation de votre expérience parce que je pense que ce serait bien qu'on puisse le partager en passant par HLC. Venceslas, pour clôturer le meeting en 1 minute. Alors, merci beaucoup, Abdoul. Alors, moi, je dirais tout simplement que le dialogue social, c'est un outil phare de la communication interne de toute entreprise. En conséquence, je crois que chaque acteur de ce dialogue social, notamment l'entreprise, les IRP, notamment les instances représentatives du personnel, à savoir les délégués, les représentants du personnel et tout cela, doivent quand même jouer leur partition, lesquelles partitions éventuellement doivent être éventuellement coordonnées et pour ne pas dire accompagnées par l'entreprise elle-même pour garantir éventuellement le bien-être socio-professionnel de tous et chacun. Donc, je pense que c'est important de souligner cela pour la performance éventuellement de l'entreprise. Merci beaucoup à tout le monde pour cet échange. Malheureusement, Vincent et Venceslas nous ont rejoints un peu tardivement. Mais ce qu'on va retenir de tous ces échanges, c'est que finalement, la crise de Covid parfois a quelque chose de bon. Face à la menace, il y a un sentiment de solidarité qui naît automatiquement et de résilience collective. Et je pense que c'est des leviers sur lesquels il faudrait s'appuyer pour repenser le dialogue social pour la période post-crise, post-Covid. Aujourd'hui, on sait que ça a changé beaucoup de paradigmes en termes de théorie de management, en termes de théorie de l'organisation du travail. Et le dialogue social peut effectivement être un instrument particulièrement pertinent pour accompagner les entreprises dans la modification de leur management interculturel, dans la modification de leur organisation. Ça a été un honneur pour moi de modérer ce panel. Je remercie encore une fois HLC pour cette initiative sous-régionale qui, pour moi, est une excellente initiative. On n'est pas en quête de quantitatif, on est en quête de qualitatif. Et j'ai assisté à 3 séminaires cette semaine qui ont été de très, très haute facture. Et j'en remercie le groupe HLC et tous les panélistes et tous les participants. Et je vous souhaite une excellente journée et vous dis à bientôt. Au revoir à tout le monde. Au revoir.